Merci beaucoup, messieurs les chairmen. En anglais ou en français? En français? D'accord, ok. So, people want me to speak in French, so I speak in French. Effectivement, on a assisté à une sorte d'emballement de cette machine de dénigrement que l'on appelle le bashing, et particulièrement envers les gynécologues. Et depuis quelques mois, il me paraissait intéressant, lorsque j'ai vu le programme de la session, de vous proposer ce sujet, parce qu'on a été extrêmement attaqué, et il y a un retentissement très important dans notre vie quotidienne. Alors, bien sûr, il n'y a pas de conflit d'intérêts, et finalement, vous vous souvenez de cette fameuse phrase de Barack Obama, What the fuck is going on over there? C'est un petit peu ce que l'on ressent, nous, aujourd'hui, en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui dérive dans notre société pour que l'on puisse attaquer des médecins de cette façon? Et en plus, on est tous des gynécologues dans la salle, on sait que les gynécologues sont des médecins qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup d'urgences, beaucoup de garde, et ce n'est pas les médecins les moins valeureux de la profession médicale. Alors tout a commencé, l'emballement, l'accélération a commencé cet été, au mois de juillet, avec, vous savez qu'on a changé de président de la République en France, on a M. Macron qui est notre nouveau président, qui est un jeune président, qui a beaucoup de qualités, je pense, qui porte beaucoup d'espoir pour notre pays. Et Macron a donc créé un nouveau gouvernement, évidemment, comme tous les présidents, et il a nommé comme secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui est un poste extrêmement important d'une façon générale dans une société, et puis bien sûr pour un gynécologue, parce que nous on soigne des femmes, et qu'on soit un homme ou une femme, on est très attaché à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, donc c'est quelqu'un qui avait plutôt notre respect. Et cette Madame Chapia, donc, qui est quand même quelqu'un d'assez particulier, je dis ça parce qu'elle avait déjà un background, elle avait fait des livres un petit peu contestés, un petit peu curieux. Par exemple, elle avait fait un livre sur les conseils à donner aux jeunes mamans. Alors ça paraît être une bonne idée, sauf que dans les conseils, par exemple, elle disait si vous voulez un arrêt de travail, quand vous allez à la visite postnatale, 6 semaines après l'accouchement, arrivez avec les cheveux sales, donnez pas à manger à votre bébé, comme ça il va pleurer, ça le gynéco il supporte pas parce qu'il fait plein de consultations, alors si tous les bébés pleurent, et puis dormez pas la nuit, comme ça vous aurez des cernes, et puis vous dites que vraiment vous pouvez pas reprendre le travail. Cette dame est ministre aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a perdu, vous le savez, cette année Simone Veil en France, qui était une immense personne, et on s'est dit, on est loin de Simone Veil en voyant cette personne. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a fait une déclaration en disant que les gynécologues français, les sages-femmes, vous savez qu'en France, c'est pas comme chez vous, vous faites tous les accouchements, mais nous, les sages-femmes, font beaucoup d'accouchements également, faisaient 75% d'épisiotomie, alors que l'OMS revendiquait 20%. On estime que le taux moyen d'épisiotomie qui semble acceptable est plutôt de 20%. Alors je sais, pour en avoir discuté avec plusieurs collègues ici, qu'au Liban on fait beaucoup d'épisiotomie, mais il faut admettre qu'on a des pratiques différentes selon les pays, et disons que pour nous, chez nous en France, le gold standard c'est plutôt 20% d'épisiotomie. Et elle a dit comme ça qu'on faisait 75% d'épisiotomie. Et comment elle a affirmé qu'on faisait 75% d'épisiotomie? Eh bien simplement, elle a pris un blog de patientes qui étaient mécontentes, et là-dedans, il y avait 75% des femmes qui avaient eu une épisiotomie. Donc c'est quand même pas très evidence-based medicine, et c'est pas très cohérent de réagir comme ça. Alors il y a eu, à partir de ce moment-là, un déchaînement médiatique, mais vraiment un déchaînement. Il y a eu des dizaines de journaux, je ne vous les ai pas tous mis, mais pour ceux qui connaissent la France, il y en a beaucoup ici. Donc Libération, qui est un journal extrêmement important, a titré Gaffe au con, ce qui est un jeu de mots. Le con, c'est de l'argot pour le sexe féminin, et puis le con, c'était le méchant gynécologue qui faisait des bêtises. On a été traité de gens qui faisaient des mutilations sexuelles, des mutilations génitales, que l'épisiotomie était un rite barbare à l'égard des femmes. Vous connaissez Charlie Hebdo, le journal satirique, le dessin de droite, c'est extrait de Charlie Hebdo. Au milieu, c'était le Nouvel Observateur. Enfin, ça a été la curée avec des blogs. Et vous savez que les blogs, c'est totalement, bien sûr, incontrôlable. Et donc, il y a eu vraiment un emballement médiatique extraordinaire qui nous a nui, où on a beaucoup réfléchi à ce qu'il fallait que l'on fasse, c'est-à-dire à ce qu'il fallait répondre point par point dès qu'on était attaqué, dire quelque chose. Mais c'est très compliqué aussi parce que ça donne l'impression de se défendre et c'est pas forcément très bien. Et quand on a réfléchi un peu, on s'est rendu compte que ça venait pas de cet été finalement, ça, que la société avait commencé
On ne parle pas des procès là, hein, on ne parle pas des plaintes parce que un enfant est handicapé, qu'un échographiste n'a pas fait un diagnostic, qu'il y a une complication chirurgicale. On parle de maltraitance envers les femmes supposée de la part des médecins, ce qui est complètement différent. Alors, quand on a remonté, eh bien, on a vu qu'il y avait eu un premier blog qui s'appelle « Paye ton utérus », « Pay for your uterus », et il a été créé un jour et il y a eu 7000 réponses en 24 heures. Donc, ça correspond quand même à quelque chose, parce qu'il y a 7000 femmes qui étaient devant Internet et qui ont dit « je suis concerné par ça ». Alors, le but de ce blog, c'était de faire parler les gens sur les maltraitances médicales, et en particulier sur les maltraitances gynécologiques. Donc il y a une femme un jour qui a fait un blog comme ça en disant « moi j'ai été maltraitée », ce qui est peut-être vrai d'ailleurs parce que, allez, tous les gynécologues ne sont pas des saints, il y a aussi des gros cons dans notre profession, on le sait bien, et c'est pas lié au sexe, hein, parce qu'il y a des femmes extrêmement brutales, il y a des hommes, voilà, mais la majorité quand même des médecins sont plutôt à l'écoute de leurs patientes et on travaille en tout cas beaucoup à cela. Alors, il y a eu, alors c'est en français, hein, je suis désolé pour les anglophones bien sûr, mais il y a eu plein de choses, vous voyez des choses, la pharmacien, elle dit bonjour, elle va à la pharmacie, je voudrais la pilule du lendemain, et le pharmacien dit mais pourquoi, ce qui est peut-être pas très intelligent, parce que quand on est pharmacien, on sait bien à quoi sert la pilule du lendemain, et elle répond pour faire une tartiflette connard, c'est-à-dire c'est pas pour aller faire des confitures, c'est parce que j'ai eu un rapport et que j'ai pas de contraception. Mais ça donne quand même une image pas très positive quoi, des professions de santé. Prendre une pilule qui ne te convient pas, en parler, il faut persévérer dans la vie, alors que j'avais pris 7 kilos, ça veut dire ça le médecin ne m'écoute pas, je lui ai dit que j'ai une pilule, j'ai pris du poids, et il continue avec cette pilule, donc ça veut dire je ne suis pas entendu, je ne suis pas écouté. Alors ça c'est Martin Winkler, je vais en reparler après. Quand on refuse de donner des médicaments un peu plus forts parce que tout le monde a des règles douloureuses et que tu es trop jeune. Ça, c'est le problème de l'endométriose, où souvent les femmes ne sont pas bien écoutées, ça on le sait bien. Il y a souvent un très grand retard au diagnostic, c'est que dans la littérature, c'est entre 10 et 15 ans, et que les femmes en moyenne, enfin dans ce qui est publié, dans les pays occidentalisés, voient 3,5 gynécologues, pas médecins traitants, avant qu'on porte le diagnostic d'endométriose. Voilà. Quand ton gynéco te reproche d'avoir une anatomie d'enfant de 6 ans, parce qu'il ne sait pas faire un examen correctement, donc ça c'est clairement une patiente qui doit avoir un bassin assez étroit, et le gynéco lui a fait mal. Donc il y a une sorte de flambée comme ça, de patientes mécontentes. J'ai été surprise quand on me demande si je suis OK pour insérer le spéculum alors que c'est juste normal. Ça c'est le monde à l'envers, c'est peut-être un médecin qui était assez délicat et qui a dit bon là je vais mettre le spéculum, ça vous dérange pas, et elle le prend comme un aveu d'incompétence de la part du médecin. Vous voyez comme c'est compliqué. Voilà, voilà, très bien. Alors il y a eu un deuxième truc en 2014, alors moi j'avais jamais entendu parler de ça honnêtement, et pourtant je fais ce métier depuis pas mal d'années. C'est ce qu'on appelait en France le point du mari, husband's point, c'est-à-dire que certaines femmes reprochaient à certains médecins de resserrer un peu le vagin pour faire plaisir au mari après. On sait tous qu'après un accouchement, après 2 accouchements, après 3 accouchements, ben, il peut y avoir une déhiscence un petit peu du vagin. Et ça a été complètement instrumentalisé en disant les vilains docteurs au service des méchants maris, sans prévenir les gentilles femmes qui viennent d'accoucher, enfin... Alors, qu'il y ait eu des dérives, j'en dis ce qu'on vient pas, mais on a l'impression qu'on fait ça tous les jours et qu'on est des espèces de crapules sur pattes qui maltraitons les femmes. Ça, dans une société, ça fait du mal. C'est quelque chose de très pernicieux, de très pervers. Voilà, donc vous voyez, derrière le point du mari, ça c'était l'Express, M Santé, le traumatisme de l'épisiotomie. Ce geste clandestin, donc ça veut dire interdit, ça veut dire qu'il n'a pas de lisibilité, consisterait pour un chirurgien à recoudre une incision faite lorsque l'enfant risque de déchirer le périnée, donc une épisiotomie. Revenons sur un sujet tabou, l'épisiotomie. Et clac, on réoriente là-dessus. Pourquoi on fait une épisiotomie? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne mutile pas les femmes? Il y a des femmes qui ont associé ça aux mutilations génitales. Vous savez, comme on fait en Afrique, on enlève les petites lèvres, le clitoris. Enfin, voilà. On était, nous, atterrés de découvrir ça. Après, en 2015, il y a eu un nouveau petit drame dans la société française. C'est qu'il y a eu toute une enquête qui a été demandée par la ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Marisol Touraine, parce que des étudiants faisaient des touchés vaginaux au bloc opératoire, sous anesthésie générale,
Et moi, j'ai pas honte de dire que les étudiants dans mon service, bien quand on va faire une hystérectomie et qu'il y a un kyste de l'ovaire, on fait examiner en disant à la dame d'or, on va te montrer ce que c'est, parce qu'on a un devoir de formation et que c'est mieux de former un étudiant avec une patiente qui dort que de former en consultation, par exemple. Alors ça fait tout un buzz, ça aussi. Les vilains docteurs, on a parlé de viol des patientes, on a parlé de toucher non consenti, on a parlé de plein de choses comme ça. Donc, alors ça a amené un effet positif, un seul, c'est que ça a emballé le développement de la simulation. Maintenant, on a des mannequins, on a des trainings, des trucs. Bon, donc ça, c'est peut-être le côté positif de tout cela. Mais enfin, il y a eu beaucoup d'effets négatifs dans notre société. Avec, n'en doutons pas, une évolution du regard des femmes à l'égard de leurs médecins, de leurs gynécologues, qui a changé. Voilà. Parce qu'il y a celles qui sont, j'allais dire, éduquées, qui ont une expérience de la vie, et puis il y a celles qui sont influençables. Il y a des gamines de 20 ans qui ne savent pas, qui lisent ça, qui disent mais le gynécologue que je vais voir, c'est peut-être vraiment un vrai salopard. Voilà. Et alors, le cerise sur le gâteau, je suis un peu désolé de lui faire de la publicité, mais je ne peux pas traiter ce sujet sans en parler. C'est un médecin qui s'appelle Martin Winkler, que je connais personnellement parce qu'il travaillait au Mans. C'est un médecin généraliste qui aurait voulu être gynécologue et qui travaillait au centre d'orthogénie du Mans et qui en a toujours beaucoup voulu au gynécologue parce qu'il n'a jamais pu l'être. Il travaillait au centre d'IVG, vous savez, donc il était près de ce milieu, mais il n'était pas vraiment gynécologue et il est parti il y a quelques années à Montréal où il est chercheur en épidémiologie, enfin il ne fait plus de médecine, mais il écrit des livres pour faire du mal aux médecins. Donc c'est Les Brutes en blanc, vous voyez le titre est terrorisant, Les Brutes en blanc, quoi. On a un costume, on est docteur Mengele, quoi. C'est terrible. Le cœur des femmes avec un jeu de mots, enfin voilà. Et donc, vous voyez, les gynécologues ont peur maintenant, les pauvres, style, voilà, je vais faire le maximum pour vous nuire, voilà, en sachant que c'est un confrère, bien sûr. Voilà le collègue en question. Voilà, donc il a un pouvoir médiatique extrêmement important parce qu'il passe ses journées sur les blogs à répondre, à faire des émissions de télé, etc. Et cet homme nous a énormément nui, et donc bien sûr il a nui aux femmes, c'est pas que nuire aux gynécologues. Alors il y a un autre site qui est extrêmement intéressant, que je suis allé voir moi, parce qu'on ne peut pas aller sur tous les sites, tous les blogs, mais alors celui-là, si vous avez 2 minutes ce soir, regardez-là, jetez un œil, ça s'appelle Marie accouche là. C'est un jeu de mots, vous savez, sur Marie couche-toi là, quoi. Voilà, avec une assez jolie femme qui mène ce blog. Et donc, il y a un déferlement de choses extrêmement négatives, de choses terribles. Alors, bien sûr que dans tout ça, il y a des choses vraies. Hein. Évidemment qu'il y a des femmes qui ont souffert, évidemment qu'il y a des femmes qui ont été maltraitées. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est pas 0%. Mais s'entraîner une sorte de mayonnaise et de moutarde là, qui a monté, qui est absolument épouvantable. Voilà. Alors, il y a un site qui a été créé sur Facebook qui s'appelle Paye ton gynéco. Vous savez qu'il y a un site depuis Weinstein qui s'appelle Balance ton porc, là, qui a eu un énorme succès pour lutter contre le harcèlement sexuel. Et il y en a un qui s'appelle Balance ton gynéco, c'est-à-dire Paye ton gynéco, c'est-à-dire témoignage de violence verbale dans le milieu de la gynéco. J'ai consulté, je ne suis pas content, donc je vais sur le blog et puis je dis voilà, j'habite dans telle ville, j'ai vu le docteur Tartampion avec des praticiens qui sont nommés. Hein, donc voilà. Donc il y a une sorte d'emballement médiatique qui s'est fait. Et alors, point d'orgue, en octobre, c'est-à-dire qu'il y a un mois, il y a un livre qui est sorti, fait par une journaliste qui s'appelle Mélanie Deschalottes, qui est le livre noir de la gynécologie, où elle recense toutes les maltraitances qui seraient faites aux femmes par notre corporation, toutes les choses extraordinairement néfastes que l'on peut faire subir aux femmes dans notre pratique quotidienne de la médecine. Voilà. Alors il y a eu un petit guide juridique qui est sorti, vous voyez, accouchement, mes droits, mes choix. Moi j'ai vu sur internet, je ne sais plus sur quel site, j'ai vu une femme écrire, je suis enceinte, et à l'endroit où je vais accoucher, je ne veux pas d'épisiotomie et je ne veux pas de césarienne. Je n'en aurai pas. C'est comme les témoins de Jéhovah, quoi, qui ne veulent pas de transfusion. On a envie de dire, mais madame, si vous faites exploser votre périnée, que vous avez une incontinence anale parce que votre bébé fait 4 kilos et qu'il fallait faire une épisiotomie, il ne faudra pas venir pleurer. Si votre enfant a un handicap moteur cérébral parce qu'il bradycardait, qu'il avait des DIP 2 à 3h du matin et que l'obstétricien a dit qu'il faut faire une césarienne pour sauver votre bébé, si elle s'arc-boute en disant « je ne veux pas qu'on me fasse une césarienne », ben oui, mais enfin, il faudra assumer les conséquences. Et nous, ce qu'on craint beaucoup, c'est que ces mêmes femmes, après, viennent nous faire un procès en disant « mon enfant a un handicap moteur », parce que vous ne m'avez pas césarisé. Donc on rentre dans un truc qui est totalement délirant. Voilà, et alors
encore à notre niveau, il est sorti en 2017 un nouvel observateur, qui n'est pas la plus petite revue française, un article sur le prolix. Vous savez, le prolix, c'était une... Moi, je fais plutôt de la chirurgie, donc ça, c'est un domaine que je connais bien. C'était une prothèse que l'on mettait par voie naturelle, par voie vaginale, pour les prolapsus, qui a été retirée du marché en 2012 parce que il y a eu beaucoup de complications aux États-Unis, mais ce n'était pas honnêtement lié à la prothèse, c'était parce que les Nord-Américains, souvent, n'ont pas la culture de la voie vaginale. Et donc, il y a une espèce d'emballement là qui est en train de se produire. Cette prothèse qui cisaille le vagin des femmes a fait l'objet d'un scandale mondial. J'aurais plus jamais de rapport sexuel. Il y a une patiente qui a porté plainte en Australie qui a eu 11 millions de dollars d'indemnité. 11 millions de dollars d'indemnité. Alors, c'est sûr, quand on a un prolix, ça encourage à porter plainte, parce qu'on se dit que même si j'ai la moitié, c'est pas mal. Je peux toujours dire que ça me fait très mal et que j'aurais plus jamais de rapport sexuel. Donc, c'est quand même, entre parenthèses, le prolix avait été mis au point par 9 chirurgiens français qu'on appelait le groupe TVM et qui sont d'excellents collègues et d'excellents chirurgiens. Donc on est dans un monde qui est en train de basculer, c'est-à-dire qu'on est passé du mandarin, du médecin qui était, vous le savez bien, enfin en tout cas en France, mais je pense que l'Iran c'était pareil, il y avait deux personnes importantes dans la société, c'était l'instituteur dans un village, parce qu'il éduquait les enfants, et puis le médecin parce qu'il soignait, il sauvait les vies, il faisait les accouchements, il soignait les personnes âgées, il soignait... Et là, on est en train de faire tout exploser. Et moi, je suis personnellement très préoccupé par cette évolution. Alors, qui sont les victimes? Bon, les gynécos, oui, parce qu'on nous attaque, mais évidemment qu'il n'y a pas que les gynécos. Mais là, quand même, il n'y a pas eu d'autres spécialités en France aussi. J'ai quasiment fini. Il n'y a pas eu d'autres spécialités aussi attaquées que nous, et on ne comprend pas bien pourquoi, parce qu'on a plutôt l'impression de faire notre boulot. Et puis, bien sûr, les victimes, c'est les femmes. C'est ces jeunes femmes de 20 ans à qui on fait croire qu'une épisiotomie, c'est une mutilation et qu'il faut écrire qu'elles n'en auront pas, parce que bien sûr, c'est catastrophique pour elles, ou qu'elles ne veulent pas de césarienne, comme je le disais à l'instant. Alors, on a réagi. Israël Nizan, qui est le président du collège actuel des gynécologues, on a fait un communiqué au mois de juillet qu'on a beaucoup réfléchi. On l'a fait, vous savez, on fait circuler un mail, on essaie de faire un texte aux petits oignons. Le Conseil de l'Ordre, vous voyez le document de droite, le 25 juillet, a fait un texte contre Mme Chapia, contre notre ministre, en disant qu'il regrettait les propos tenus par Marlène Chapia, secrétaire d'État. Donc voilà, c'est quand même un positionnement important. Israël a été beaucoup sollicité, et il a dit dans une émission de radio il n'y a pas longtemps, là sur France Inter, quand je sors de ma garde et que j'allume ma radio, j'ai l'impression de subir une punition collective, et franchement, c'est l'impression qu'on a. Alors, oui et non. Oui dans les médias, oui sur les blogs, et très honnêtement, moi depuis juillet, moi je fais des consultations, je fais de la gynécologie comme vous, et bien j'ai pas eu une patiente qui m'en a parlé, pas une seule. Alors peut-être parce que j'ai une blouse qui est marquée professeur, elles n'ont pas osé m'en parler, je ne sais pas, mais j'ai pas eu une seule patiente qui m'en a parlé. Donc il y a peut-être aussi une différence entre quelques personnes un peu agitées sur les blogs là comme ça, et puis la vraie vie et l'immense majorité des patients. Et néanmoins, on est un petit peu inquiet. Voilà, donc il faut une prise en charge de conscience individuelle. Alors, des choses négatives, il peut y avoir des effets positifs, parce qu'on a discuté avec les internes dans nos services, donc peut-être qu'on va améliorer certains pans de notre activité qui n'étaient pas parfaits, ça c'est une possibilité. Et puis, voilà, le take-home message, c'est qu'on est quand même extrêmement, je vais vous le remettre, Obama qui jetait son micro pour rappeler cette vidéo historique. C'est vrai qu'on a envie de dire what the fuck, quoi. Enfin, on n'a pas mérité ça. La plupart d'entre nous sommes des gens à l'écoute de leurs patients qui font de leur mieux. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.